Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isata, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Aujourd'hui à l'épisode, on va parler de la notion de build in public, construire son entreprise et profiter des moments clés pour créer du contenu en toute transparence. Puis pour jaser de ce sujet-là, j'ai choisi M. David Gaudreault, le fondateur de Empire Solo, un écosystème pour les travailleurs autonomes et les solopreneurs. Donc, David va venir nous jaser un peu de justement tous ces petits trucs pratico-pratiques pour l'aider à créer du contenu au quotidien, mais on va jaser aussi cette notion-là de build in public. C'est quoi build in public? David, comment ça va bien? Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Merci de l'invitation. C'est très apprécié. David, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Donc, l'Empire Solo, ça fait déjà quelques mois que c'est lancé. Mais avant de te spécialiser comme un genre de guide pour les solopreneurs, pour les aider à développer leur business sur différents plans, différents aspects, tu étais déjà présent sur LinkedIn vraiment beaucoup. Puis tu étais déjà dans la création de contenu. Fait que je sais pas si tu veux nous parler de comment tu es arrivé à lancer l'Empire Solo. Oui, avec plaisir. Moi, j'ai commencé à être entrepreneur. Mes premiers projets entrepreneuriaux, les ai lancés en 2010. Entre autres, une entreprise que j'ai eue, c'était de la distribution en ligne que j'ai eue jusqu'en 2016. Je l'ai vendue en 2016. Et c'est à partir de 2018 que j'ai commencé à faire du coaching. À ce moment-là, je voulais faire du marketing, mais je regardais un peu du côté du personal branding. J'étais un peu en mode exploration. Et une chose que je voulais faire différemment par rapport à ce que j'avais fait avec ma première entreprise, c'était d'avoir une bonne présence sur les réseaux sociaux, c'était de m'entourer davantage, de faire des collaborations. Parce que ma première entreprise, c'était du commerce en ligne. J'étais complètement invisible. Tu sais, c'était vraiment à l'époque où on disait « Elle l'air big, tu montes pas ta face, tu as l'air d'une grosse entreprise pour inspirer confiance. » Tu sais, l'entreprise s'appelait Groupe Blue Hawks. Puis j'étais seul derrière mon ordi. C'était de la publicité AdWords et je traitais les commandes, je shippais les commandes. Et donc, tu sais, ça avait évolué beaucoup. Puis en 2018, mais là, c'était de plus en plus important d'être présent sur les réseaux. Et donc, j'étais à la fois en mode exploration, à savoir quelle niche dans le marketing j'allais servir, mais aussi sur quelle plateforme j'allais commencer à créer du contenu. Donc, puis j'avais commencé en anglais, imagine-toi donc. Donc, et là, en anglais, ça allait bien. J'avais commencé à faire un blog, à l'écrit, c'était correct. Mais là, quand j'ai commencé à faire de la vidéo, tu sais, je parle anglais, mais j'avais pas mon dynamisme. C'était catastrophique. Les premières vidéos que j'écoutais, je me disais, oh my God, c'était d'un ennui mortel. Donc là, j'ai essayé YouTube, évidemment, ça marchait pas pantoute avec ce type de vidéo-là. Facebook, Instagram. Le dernier de ma liste, c'était LinkedIn. Tu sais, c'est comme je me souviens, j'étais tombé sur un article de Neil Patel, puis il dit LinkedIn, ça change, c'est plus comme une base de données de CV, ça peut être intéressant de commencer à créer du contenu de plus en plus sur la plateforme. Fait que j'ai comme essayé LinkedIn, puis là, c'était comme pour moi une espèce d'épiphanie, là. C'est comme j'arrivais d'un background B2B, j'avais travaillé chez GE comme ingénieur commercial, là, beaucoup au niveau commercial. Je savais la difficulté de rejoindre les entreprises, les dirigeants. Puis là, je me retrouvais sur une plateforme où je commence à créer du contenu. Qui interagit? C'est des dirigeants, c'est des professionnels. C'est tout comme l'idée que je me faisais de mes clients potentiels dans la niche où je voulais m'en aller. En tout cas, fait, petit à petit comme ça, j'ai bifurqué un peu du personal branding vers LinkedIn, où là, je me suis spécialisé sur LinkedIn. Et j'ai servi beaucoup de clients à partir d'à peu près 2019 jusqu'à l'année passée. Mais j'aimais pas quelque chose récemment. En fait, c'était plus une réalisation. C'est que j'ai réalisé que je me spécialisais dans une plateforme sur laquelle j'avais pas de contrôle. Et donc là, je voyais LinkedIn évoluer, l'algorithme évoluer.
la visibilité évoluer. Et donc, c'est ça. Je réalisais que ma promesse, forcément, devait changer avec mes clients au fur et à mesure que la plateforme évolue. Et donc, c'est ça. Je voulais vraiment pas bâtir une business autour d'une plateforme sur laquelle j'avais pas le contrôle. Et donc, j'ai commencé à penser, beaucoup de ma clientèle naturelle, c'était des travailleurs autonomes. Et souvent, j'observais que plusieurs avaient certaines lacunes au niveau de leur, en fait, sur 2 volets. Au niveau de leurs compétences entrepreneuriales, puis au niveau de leur capacité à bien s'entourer. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à Empire Solo pour répondre à la question. Je fais un long détour, mais c'est comme ça que j'ai commencé à mijoter l'idée de comme bâtir. Au début, c'était plus une plateforme qui allait permettre d'apporter des formations pour développer les compétences entrepreneuriales, des événements réseautage pour bien s'entourer. Mais au fur et à mesure que ça a évolué, c'est devenu plus un écosystème, je te dirais, dont la mission, c'est d'aider les solopreneurs à atteindre leur idéal de succès. Donc oui, il y a des formations pour développer les compétences entrepreneuriales, pour développer des actifs numériques aussi, mais j'ai fait aussi plusieurs collaborations, dont une avec toi, avec des experts pour bâtir des ateliers experts. Donc, quand des fois, on a des compétences très spécifiques qu'on a besoin d'aller chercher en création de contenu, des fois au niveau de l'affiliation, des choses comme ça, là, on peut prendre un atelier et avec le membership, sur toutes les formations, sur tous les ateliers, il y a des rabais généralement de 70%. Donc, tout ça est très accessible. Donc, voilà, on l'a lancé à l'automne l'année passée. Donc là, ça fait déjà quelques mois. C'est un défi, un gros projet. Donc, j'ai rencontré des obstacles depuis l'automne. Mais là, c'est peut-être pas l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais quand même, c'est ça. D'ailleurs, on parle de Build in Public aujourd'hui et je prévois faire une série de podcasts pour en parler. Voilà. C'est tellement de choses sur quoi je revenais, mais premièrement, félicitations d'avoir lancé ça. Puis, tu sais, tout de suite, on le sent, ton authenticité puis ta transparence, parce que tout de suite, tu parles de ce projet-là que tu as lancé, puis tu viens pour parler de tes défis, tes challenges. Hein? Fait que ça, c'est quelque chose qui est tellement important, tu sais, d'apprendre, tu sais, à parler un peu plus ces challenges-là, puis ces défis-là. Puis on va jaser de ça dans quelques instants. Mais avant, je veux qu'on revienne sur qu'est-ce que tu disais, parce que moi aussi, j'ai fait cette erreur-là avec ma première business. Fait que j'avais lancé un site web qui s'appelait Jet Set Basket, où est-ce qu'on couvrait l'actualité du basketball, tu vois, j'ai dit on, hein, où est-ce que je couvrais l'actualité du basketball au Québec. Puis, fait que j'avais lancé ce site web-là. Puis, moi aussi, j'avais créé comme un gros brand, puis je voulais donner l'impression que c'était big. Puis au final, il y avait juste moi qui travaillais en arrière de ça. Mais là, quand j'allais dans les tournois, quand j'allais dans les événements, tout le monde me demandait Hey, Crime, c'est donc bien hot votre affaire. Vous êtes combien qui travaillez là-dessus? Puis tout le kit, tu sais. Fait que même affaire que toi, tu sais. Mais à cette époque-là, j'ai fait cette erreur-là, de ne pas me mettre tant que ça de l'avant. Puis c'est quelque chose que j'ai appris dans le fond. Puis je sais qu'il y a sûrement plein d'entrepreneurs qui n'osent pas tant que ça se mettre de l'avant, puis qui veulent avoir l'air d'avoir une entreprise, fait qu'ils travaillent pas tant leur personal branding, puis ils travaillent un peu plus comme un logo, puis un nom d'entreprise. Puis tu sais, évidemment, ça dépend un peu de notre vision pour le futur de notre entreprise. Donc, c'est comme là, moi, présentement, je suis à mon compte, puis je suis consultant. Fait que pour moi, c'est simple de dire, bon, ben, qu'est-ce que je vends? C'est mes services à moi, mon expertise, puis mon nom. Mais je comprends que pour d'autres entreprises, ben, peut-être on a une vision. Mais même si on a cette vision-là, je pense que c'est super important de parler de cet effet-là, de ne pas avoir peur qu'on ne soit pas crédible parce qu'on est tout seul dans notre entreprise, puis que justement, que de ne pas avoir peur de se mettre de l'avant, dans le fond. 100%. Tu sais, il y a beaucoup de choses que tu as dites, là, mais quand tu parles ici de gestion des attentes, quand tu arrivais chez des clients puis ils s'imaginent que tu es une grosse boîte, ben là, il peut y avoir une certaine déception, une incohérence, une perte de confiance. Et là, ça fait l'effet complètement inverse de ce pourquoi on le fait au départ, d'essayer d'avoir l'air big pour créer ce lien de confiance-là. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'au niveau de la gestion des attentes, c'est vraiment préférable d'être le visage de notre marque. Maintenant, on peut avoir la vision de bâtir une grosse compagnie avec plusieurs employés. Ça demeure pas moins que quand on part l'entreprise, la majorité du temps, particulièrement si on est solopreneur ou travailleur autonome, ben on part seul. Puis éventuellement, on va greffer certains joueurs à l'équipe. Des fois, ça peut être des pigistes ou des employés.
puis comme ça, on va grandir. Mais on n'a que des bénéfices à incarner notre marque. Parce que les gens, ils connectent avec d'autres personnes. C'est bien plus difficile de connecter avec une entité corporative pour un client que de connecter avec un dirigeant sur lequel il peut avoir un fit de valeur, de personnalité. Et donc là, la relation de confiance s'installe rapidement. Donc, voilà, je pense qu'on a tout intérêt à le faire et ça, peu importe la vision qu'on a dans le futur pour notre entreprise. Et aussi, peu importe où on est rendu dans notre entreprise. Parce que là, tu sais, je pense qu'une des choses que je voulais qu'on jase ensemble aujourd'hui, c'est du fait que, mais tu sais, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui d'attendre d'être prêtes, hein, attendre que la business, elle roule pour commencer à créer du contenu, pour faire la promotion. Mais dans la stratégie Build in Public, c'est que tu construis ton entreprise en étant ultra transparent puis en montrant chacune des étapes de ton entreprise. Donc, si tu attends au moment du lancement, puis que là, tu lances ton produit, mais tu as 0 abonné à ce moment-là, ça ne marche pas. Hein? Faut que tu crées d'avance ta fanbase, il faut que tu crées d'avance ton audience pour qu'après ça, ces gens-là, puis dans la notion de build in public, il y a tout l'aspect qu'en plus de ça, tu peux aller poser des questions à ton audience pour les aider à donner du feedback pour t'assurer que tu es sur la bonne voie. Fait que ça, toi, c'est quelque chose que tu as vraiment bien fait. Fait que tu as lancé Empire Solo, mais tu as lancé ça après avoir travaillé vraiment beaucoup, beaucoup ton personal branding et d'avoir développé ton réseau puis avoir déjà des bonnes audiences puis beaucoup d'abonnés. Puis tu l'as fait de manière à ce que les gens aient confiance en toi parce que justement, dans ta stratégie, tu avais beaucoup cette notion-là d'authenticité puis de transparence sur les projets que tu lançais, les résultats que ça donnait, puis les défis, puis les challenges. Fait que tu avais intégré cette notion-là de build in public. Fait que j'aimerais ça peut-être que tu nous parles un peu de ton, justement, ce processus créatif-là. Puis j'aimerais ça aussi, il y a un autre sujet super intéressant à aborder, c'est, tantôt tu parlais de gestion des attentes envers les clients. Il y a notre gestion de nos propres attentes envers nous en termes de capacité à créer du contenu. Fait qu'avant, tu créais vraiment beaucoup de contenu, puis là, Empire Solo te demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc tu crées un peu moins de contenu. Fait que là, tu dois gérer tes propres attentes envers ta capacité à créer du contenu. Ça, je sais que c'est un défi qu'il y a bien des gens qui ont. Fait que je sais pas si tu veux nous parler un peu de ce challenge-là que tu vis présentement. Puis après ça, on pourrait parler de ton processus créatif. OK. Donc, c'est vrai. Moi, j'ai commencé à créer du contenu dès que je me suis relancé comme consultant en 2018-2019. Et j'ai créé beaucoup de contenu. J'étais très présent. Et à un certain moment, j'avais beaucoup d'engagement. Donc, des dizaines de milliers de vues sur mes publications. Sur certaines publications, j'avais des 50 000. J'ai eu jusqu'à 100 000 vues sur certaines publications. Ça, ce que ça fait, ben, ça nous permet d'être visible, de bâtir une communauté, de bâtir aussi, je parlais du lien de confiance. Moi, pour moi, c'est vraiment très important parce que je dis toujours, toute relation commerciale repose sur un lien de confiance. Donc, si on peut travailler notre notoriété, travailler notre lien de confiance, ben, c'est super intéressant. Une chose, donc je l'ai fait. Comme ça, au fil du temps, beaucoup orienté autour de LinkedIn, évidemment, parce que c'était l'expertise, la niche que je ciblais à ce moment-là. Donc, tout ça m'a apporté beaucoup d'avantages parce qu'au moment où j'ai été prêt à lancer Empire Solo, j'avais déjà non seulement une communauté, mais j'avais tissé des liens avec des collaborateurs potentiels. Et je pense que c'est ce volet-là, moi, que ça m'a été le plus bénéfique pour Empire Solo parce que j'avais besoin d'experts qui allaient accepter d'offrir des ateliers, de participer à des tables de discussion avant même que le projet existe. Donc, si j'avais pas fait tous les efforts, si j'avais pas eu la présence sur les réseaux sociaux pendant ces années-là, puis que j'aurais approché des personnes qui ont déjà une certaine notoriété, je pense à Stéphane Mignot, à Manuel Constant, des personnes qui sont bien en vue. Si se font approcher par quelqu'un avec qui il n'y a pas déjà une relation d'établi, les chances qu'il accepte, ben toi, un autre exemple, tu sais, les chances que tu acceptes de faire un atelier pour Empire Solo alors que tu n'as aucune idée c'est quoi, sont assez minces. Tu vas dire, ben je vais te laisser le temps de partir ton projet, on en reparle dans un an, tu sais. Donc, le fait que j'étais déjà établi m'a aidé. Par contre, j'ai fait des erreurs au niveau de mon built-in public parce que
même si on travaille pendant un certain temps à bâtir une communauté, à être présent, si pendant une certaine période, et ça a été mon cas, parce que bâtir la plateforme, ça m'a demandé beaucoup de temps. Et moi, ça, c'est une des, je dirais pas un défaut, là, mais c'est pas une force que j'ai. C'est que quand je travaille sur quelque chose, je focalise pleinement. Et c'est difficile pour moi, disons, de me concentrer, de focaliser sur le développement de la plateforme et en même temps être en train de publier. Et donc ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu une bonne période, peut-être 6 mois avant le lancement, où j'ai été beaucoup moins présent. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que là, les gens n'ont pas déjà commencé à entendre suffisamment parler d'Empire Solo. Il n'y a pas eu un attachement qui a été fait avant le lancement. Il y a pas des attentes qui ont été créées. Donc, tu sais, tous ces éléments-là sont vraiment essentiels quand on fait du build in public. Et donc, tu sais, moi, je suis vraiment pas parfait, là. Je fais tout mon possible pour en faire du build in public, mais tu sais, il y en a j'observe là, autour de moi, il y en a qui sont meilleurs que moi pour le faire. Parce que c'est super important d'être constant dans le processus, particulièrement au moment, le post-lancement, là. Mettons les 3 mois après le lancement, il faut vraiment être présent. Il faut vraiment amener tout le monde avec nous autres, qui comprennent bien les enjeux qu'on rencontre, les consulter. Ça nous permet même d'avoir une rétroaction, d'ajuster notre offre, chose que j'aurais probablement fait. Parce que, tu sais, il y a eu quelques coups d'épée dans l'eau avec Empire Solo par rapport à comment j'ai orienté mon offre. Tu sais, c'est tout ça que j'aurais pu améliorer un peu. Mais c'est clair et net que tout le travail que j'avais fait au départ, ça m'a aidé. Mais j'aurais pu faire mieux. Tu sais, surtout les mois avant, là, il y aurait. Puis je le sais, là, c'est pas mon premier lancement. Je fais toujours face à ce même challenge-là, cette même réalité-là. J'ai du mal à être à la fois en train de publier et donc de devoir répondre aux commentaires, de tout ce que ça implique et réussir à focaliser pour faire avancer ce qui doit être fait, faire avancer le travail. Tu sais. Donc oui, tu as cette humilité-là d'être en mesure de vraiment de démontrer les erreurs que tu as eues dans ton parcours pour ton lancement d'Empire Solo. Mais ça a beaucoup de valeur pour les gens qui nous écoutent présentement, tout ce que tu viens de raconter. Donc, c'est important de comprendre que ben, tu avais déjà une audience, mais au moment où tu voulais lancer Empire Solo, ben là, ça faisait à peu près quelques mois que tu étais en mode comme vraiment concentré, puis tu as lâché un peu ton habitude à créer du contenu. Puis ça, c'est une des choses les plus difficiles. Hein? Quand on arrête à créer du contenu, là, c'est tellement difficile de repartir. Fait que ça, c'est une erreur que tu as faite que tu sais. Puis l'autre côté, ben, ça t'aurait aidé à aligner un peu plus peut-être ton offre, comme tu disais, puis d'aller tester, aller valider des trucs dans le marché. Puis finalement, ça Ouais. t'aurait été à créer une communauté plus forte pour ton lancement. Fait que ça, c'est tellement beaucoup de valeur que tu apportes. C'est vraiment important pour les gens qui nous écoutent, ça. Tu sais, moi, puis là, après ça, tu parlais du post-lancement. Moi, c'est la même chose. Fait que moi, pour le lancement de la machine à contenu, moi, ça faisait quelques mois que je travaillais justement un peu plus ma notoriété, puis j'étais un peu plus en mode création de contenu. Puis moi, c'est le post-lancement où j'ai arrêté de créer du contenu parce que là, je rentrais dans le rush avec des clients. Fait que je m'étais bloqué 1 mois avant mon lancement pour être super actif, créer du contenu, mes pages de vente, que tout soit prêt. Puis là, je faisais des petits teases dans mes infolettes, puis tout le kit. Puis là, paf, je fais mon lancement qui va bien en termes de ratio de gens présents au webinaire, de ci, de ça, de vente. Puis là, après ça, bang, je rentre dans le jus, puis j'ai pas créé jamais aucun contenu avec la machine à contenu parce que j'étais pogné dans mes autres. Tu sais, fait que les deux, on a fait des erreurs justement à des lancements, puis c'est important de comprendre cet aspect-là que oui, ton pré-lancement est vraiment important, puis ton post-lancement aussi. C'est important de mentionner. Tu sais, il y a 2 éléments là, vraiment importants. C'est le fait d'être top of mind. On peut créer du contenu pendant 3 ans. Si on est 6 mois sans en créer, qu'est-ce que ça fait? Soudainement, on n'est plus top of mind. Il y a beaucoup de gens qui créent du contenu là, dans les réseaux sociaux, donc on est vite remplacé. Les gens, ils vont se mettre à référer d'autres personnes, à penser à d'autres personnes par rapport à ton champ d'expertise. Donc, le fait de ne jamais arrêter fait qu'on demeure top of mind. Puis l'autre chose dans le cadre d'un lancement, entre autres, c'est le momentum. Puis ça, c'est tant avant que pendant qu'après. Il faut bâtir le momentum, il faut le maintenir tout au long du lancement.
puis même après, on veut surfer sur ce momentum-là parce qu'on sait pertinemment que un lancement, c'est une première étape, mais qui attend le prochain lancement. Ou que, tu sais, c'est comme, Exact. c'est pas unique dans le temps qu'on fait un lancement et on n'en fait plus jamais. Donc, Exact. toujours maintenir ce momentum-là, c'est un vrai défi, mais c'est payant. Tu sais, moi, c'est pour Empire Solo, c'est pas des grosses erreurs, mais c'est des erreurs qui coûtent cher. Tu sais, l'erreur, exemple, de ne pas avoir été suffisamment présent pour partager le projet m'a permis de ne pas être complètement aligné aux besoins ou de ce que les clients potentiels voulaient avec mon offre. Ça a fait que ça a affecté les résultats de mon lancement. Et donc, si tu n'as pas les résultats attendus, là, est-ce que tu vas avoir suffisamment de clients pour pouvoir te consacrer au projet à 100%? Pour mon premier lancement, ça n'a pas été le cas. Et donc là, il y a des enjeux financiers qui s'en suivent. Donc, tu sais, c'est des petits détails, mais aux conséquences qui peuvent être, j'ai envie de dire, presque exponentielles. Parce Ouais. que, tu sais, sur un membership, le fait d'avoir 10 membres ou 40 membres, en termes de communication, de campagne de com, c'est des petits détails là, qui font cette petite différence-là, mais c'est un impact financier important Ouais. qui, là, peut te permettre d'être en mesure de déléguer, peut te permettre de te consacrer au projet versus être obligé mettons, de prendre d'autres clients en coaching ou de faire d'autres mandats. Et là, tout ralentit. Là, ça ralentit, ça devient presque un cercle vicieux parce que là, tu manques de temps pour le projet, tu manques de temps pour la publication, les réseaux sociaux, et donc c'est ça. Fait que c'est important de s'attarder à ces petits détails-là parce qu'ils peuvent avoir un impact important. J'en profite aussi pour dire qu'on a fait un épisode spécifique sur la stratégie de lancement avec Maud Lamont. Fait que pour ceux qui écoutent le podcast et qui aimeraient peut-être entendre un peu plus jaser de stratégie de lancement de manière spécifique, il y a cet épisode-là qui est super intéressant, que j'ai lancé il y a quelques semaines à peine. Mais aujourd'hui, on va parler un peu moins de la stratégie spécifique au lancement, bien que ce soit en bonne position pour en jaser, mais on va se concentrer un peu plus sur l'aspect build in public. Puis, question que je pose à tout le monde qui vient au podcast, peux-tu nous parler de ton processus créatif qui est unique à toi? Dans le fond, tu sais, ça ressemble à quoi? Es-tu très organisé? Es-tu un peu plus intuitif? J'aimerais que ce soit plus organisé. Mais je suis intuitif, puis c'est drôle parce que la semaine passée, on a fait un atelier avec Stéphane Miguillon justement sur les différents types de personnalités et l'un des volets, c'est que je suis intuitif. Et c'est peut-être une des raisons pourquoi j'ai pas la structure nécessaire pour être vraiment bien organisé. Par contre, là où j'ai une organisation, c'est sur le fait de noter mes idées. Ça, c'est vraiment crucial. Le fait de noter les idées, si on les note pas, ça passe, puis on les revoit jamais, ils reviennent plus. Donc moi, quand j'écoute des podcasts, tu sais, mes idées, c'est souvent dans ces moments-là qui viennent. Des fois, au coucher, là, tu sais, on dirait que le cerveau se met à spinner, puis là, j'ai des idées. Je prends le temps de me relever, de prendre en note. De toute façon, ça diminue notre charge mentale, le fait juste de la Ouais. sortir de la tête. Donc ça, c'est vraiment une pratique qui est importante pour moi, de toujours noter mes idées. Je le fais dans Notion avec un calendrier de contenu. Ma première colonne, c'est de noter mes idées. Puis par la suite, ça va varier. Par moment, je me lève un matin, j'ai une idée, puis ça me tente de parler de ça, ben ça se peut que je regarde même pas ma liste d'idées, puis je vais aller dans cette direction-là. Par contre, à l'occasion, je vais regarder les idées. Si je sais pas de quoi quel sujet je vais aborder un matin, mais là, je vais regarder mes idées. OK, ça serait le fun de parler de ça. C'est très rare que je vais parvenir à avoir, disons, un mois de contenu d'avance. Ça, pour moi, c'est un vrai challenge, là. Donc, il y a eu des périodes. Il y a eu des périodes où je suis parvenu à le faire. J'utilise FeedHive pour la programmation. Donc, tu sais, il y a eu des périodes dans ma création de contenu où j'avais des fois quelques semaines d'avance. Mais c'est un challenge pour moi. Mais voilà, donc c'est un mix d'intuitif, un peu organisé. Et par contre, dans mes formations, à mes clients, je les encourage à s'organiser pas mal plus que moi, là, tu sais. Mais il y en a que c'est naturel pour eux. Tu sais, c'est comme ils sont organisés dans la vie. Pour eux, ils se sentent pas à l'aise s'ils n'ont pas un calendrier de 3 mois déjà planifié. Tu sais,
Il y en a que c'est plus naturel que d'autres. Mais moi, c'est plutôt... Moi, je peux te confirmer que dans tous les épisodes de podcast que j'ai fait à date où j'ai posé ces questions-là, il n'y a pas grand monde qui ont ça un mois de calendrier de contenu d'avance, là. Je te confirme que il y a des gens qui sont hyper structurés. La majorité des gens qui sont bons en création de contenu ont ce point-là en commun, qui ont le réflexe de prendre en note leurs idées. Fait que ça, c'est quelque chose, c'est une constante, mais il y a des gens qui sont un peu plus structurés, il y en a qui sont beaucoup plus intuitifs, mais il y a peu de gens qui ont un mois de contenu d'avance, je te dirais. Il y en a qui ont peut-être pour des mois de contenu d'idées, mais peut-être pas vraiment planifié puis programmé là, d'avance. Puis, tu sais, en réalité, c'est pas nécessairement quelque chose que tu as besoin, je pense, non plus d'avoir comme si longtemps que ça d'avance, parce que sinon, des fois, ça fait que tu es peut-être déconnecté à une réalité si tu as programmé un contenu, puis que là, finalement, il y a une grosse nouvelle dans l'actualité de ton industrie ou quoi que ce soit, puis que là, tu as oublié que tu avais déjà programmé un contenu, puis que là, tu veux programmer autre chose, puis là, fait que c'est pas nécessairement l'idéal non plus. Ça enlève un côté spontané. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça peut-être si tu pouvais nous parler de ton point de départ. C'est quoi? Fait que là, tantôt, tu as dit, t'as différents moments dans la journée que tu as des idées. Mais sinon, tu sais, admettons, si tu t'assois puis tu viens pour créer du contenu, c'est quoi ton point de départ ou comment tu fais pour combattre la page blanche? Bonne question. Comment je fais pour combattre la page blanche? À partir du moment que j'ai une idée, moi, ça va varier. C'est sûr qu'à partir du moment qu'on crée du contenu avec régularité et sur une longue période, on vient qu'à gagner en rapidité, on vient qu'à s'améliorer. Donc, c'est sûr que je prends pas j'ai pas le même ratio, disons, de page blanche que j'avais comme au moment que j'ai débuté. Je suis plus rapide, disons, plus productif pour écrire des posts. Mais malgré l'expérience, je dirais que des fois, ça va varier. Parfois, j'ai mon idée, j'ai quand même toujours, du fait que j'ai beaucoup étudié LinkedIn, j'ai donné de la formation sur LinkedIn, tu sais, j'ai quand même une idée de comment je dois bâtir un post avec mon accroche, d'attirer l'attention, de susciter la curiosité, susciter l'intérêt, piquer la curiosité pour amener tranquillement les personnes dans mon post. Tu sais, je vais toujours commencer par une mise en contexte. Ça, c'est une erreur que je vois régulièrement, là. C'est comme les gens, le contexte qui est dans notre tête, ils l'ont pas, là. Et donc, combien de pauses que je vois qu'il n'y a pas de mise en contexte, là, c'est comme, de quoi? De quoi on parle? Tu sais, donc, des fois, c'est de parler du problème, de faire une mise en contexte, puis là, éventuellement, c'est juste le fait de faire cette mise en contexte-là, on dirait qu'il y a un flow qui se crée qui fait que, ben, OK, si j'ai parlé d'un problème, ben, l'étape suivante, c'est soit de parler d'une situation idéale, de comment ça pourrait être si on n'avait pas ce problème-là, puis ensuite de parler peut-être d'une solution. Tout dépend du type de post qu'on va écrire. Mais tu sais, j'ai toujours une idée d'une structure que je vais suivre comme ça, qui c'est un peu des bases en copywriting, là, mais tu sais, c'était le contexte, parler du problème avant de parler d'une solution. C'est des choses de base, mais qui sont tellement importantes. Si on n'a pas, si on commence à parler d'une solution à des personnes qui sont pas conscientes du problème, c'est sûr qu'ils n'auront aucun intérêt à lire notre post, là, tu sais. Exact. Donc, voilà. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre et que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Izarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.izarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Izarta de commanditer le podcast Le Social Show. Je sais pas si c'est comme moi, mais perso, ce qui m'allume le plus en marketing numérique, c'est vraiment l'aspect stratégique et créatif, pas l'aspect technique. C'est vraiment ça qui m'a allumé la première fois que j'ai entendu parler du CMS québécois RubberDuck. Fini les mises à jour et les bugs de plugins.
Fini de chercher des développeurs web pour mettre à jour ton site chaque fois que tu veux faire des modifs. Fini de te perdre dans le code pour intégrer tes pixels et tes outils de tracking statistiques. Si tu travailles avec des entreprises de services ou des clients qui ont besoin d'un site vitrine qui se montre comme un jeu d'enfant, RubberDuck, c'est la solution parfaite pour toi. Tu as besoin de créer un site bilingue? Pas de problème, tu peux facilement modifier les pages franco et anglo en même temps. En plus de ça, c'est eux qui s'occupent du support si tes clients ont des bugs techniques. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un chèque? Ben imagine-toi donc que RubberDuck offre en plus des ristournes aux professionnels du marketing et aux agences qui développent des sites web pour leurs clients. Visite rubberduck.io/essai pour tester la plateforme gratuitement pendant 14 jours. Un gros merci à l'équipe de RubberDuck de commanditer le podcast. De retour avec notre invité. On a parlé présentement de ton défi un peu plus ces temps-ci à créer du contenu. Il y a un moment où tu étais plus actif. Combien de temps tu investissais, mettons, quand tu étais très, très, très actif en création de contenu? Puis là, présentement, tu sais, comme, as-tu une idée à peu près de la quantité d'heures que tu mettais par semaine à une époque versus comme là? Facilement 3 heures par jour. Facilement. 3-4 heures par jour parce que, tu sais, c'est la création du post. Le temps de le publier, c'est sûr qu'avec un logiciel comme FeedHive, mais tu peux le distribuer sur les différentes plateformes, ça va plus vite. Mais quand même, l'affaire, c'est que surtout dans les périodes où j'avais beaucoup d'engagement, on parle de dizaines, même de centaines de commentaires que là, il faut répondre à ces... Moi, j'accorde une importance capitale à répondre à tous les commentaires. Mais c'est sûr que ça demande énormément de temps. Ouais. Donc, c'était beaucoup de temps. Tout dépendait évidemment du nombre de pauses que je faisais dans la semaine, mais il y a eu des périodes où je faisais 4-5 pauses par semaine. Maintenant, c'est drôle que tu dises ça parce qu'en réalité, je passe énormément de temps à créer des contenus encore. C'est juste que là, c'est réparti différemment. Plutôt qu'être sur les réseaux sociaux, c'est des contenus de formation. C'est de passer du temps avec les experts à créer des ateliers. Et donc, c'est encore de la création de contenu, mais c'est peut-être le fait aussi que ça rend les choses un peu plus difficiles pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Parce que mon cerveau, lui, comment on dit, est pas activé, là, sollicité. Et sollicité pour créer mes contenus de formation. Et sollicité, tu sais, j'ai de la fatigue visuelle quand je suis sur Zoom longtemps avec des experts pour faire des tables de discussion. Donc, tout ça fait que j'ai peut-être moins d'énergie pour être présent pour mettons, créer des posts sur LinkedIn. Ben, donc, ça, c'est une des périodes. C'est que aussi, tu parles, tu as moins d'énergie pour être présent, mais l'énergie créative, on n'en parle pas souvent, mais ça prend une énergie quand même, ça prend quand même un certain niveau d'énergie pour être capable d'être créatif, puis que ça flow, puis que ça coule. Donc, si déjà, comme tu l'as dit, tu es déjà en train de créer du contenu à la semaine longue, c'est juste que c'est un contenu qui est gaté, qui est caché, qui est payant, ben c'est juste que ce contenu-là, on le voit pas nécessairement à l'extérieur d'Empire Solo, mais tu passes quand même déjà des dizaines d'heures par semaine à créer du contenu. Donc, quand on vient à créer du contenu open and public, ben là, c'est là que du contenu plus public, ben c'est là que ton énergie créative est bien plus basse, et c'est là que ça devient un défi. Ah oui, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Puis tu sais, moi, je suis plus du matin. C'est là que j'ai mon énergie. Et donc, j'ai un choix à faire. Est-ce que je prends cette énergie-là pour le mettre sur des posts dans les réseaux sociaux ou je prends cette énergie-là pour créer des contenus long terme, des contenus de formation ou des ateliers qui vont être sur la plateforme? Présentement, mes énergies, mes matins sont réservés à créer mes formations, par exemple, et donc ça fait que c'est plus difficile de créer des contenus. Par contre, je me dis c'est un coup à donner à partir du moment que tous les contenus du programme de solopreneur, devenir solopreneur, qui sert à développer toutes nos compétences entrepreneuriales, une fois que tout ça va être fait, que les projets au niveau des actifs numériques vont être complétés, bien là, ça, c'est des actifs numériques que je vais pouvoir avoir en evergreen, là, que je vais pouvoir vendre dans le temps, et je vais pouvoir revenir à créer davantage de contenu dans les réseaux. Mais c'est sûr que à un moment donné, puis tu sais, des fois, je vois, il y a une différence aussi à créer du contenu à 40 ans puis en créer à 20 ans. Sincèrement, tu sais, le niveau d'énergie n'est pas le même. On a des responsabilités différentes. Moi, j'ai une petite fille, tu sais,
Tu sais, moi, quand j'arrive, mettons, un lundi, j'ai passé toute la fin, le week-end avec elle. Déjà là, mon lundi matin, j'ai pas mal moins de jus, là, tu sais. Mm. Donc, c'est une réalité qui est différente, là. Donc, faut dealer avec notre énergie qu'on a, notre énergie du moment, là. Ouais, c'est quelque chose que j'essaie qu'on parle quand même un peu dans le podcast, cette réalité-là, parce que à la fin de la journée, on n'est pas des machines, là. Fait que, puis l'énergie créative, ben justement, c'est pas simple. Euh, donc, on a parlé un peu de ce défi-là là, par rapport au temps, par rapport à l'énergie, surtout. Euh, Toi, comment tu avais découvert la, 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 la stratégie de création de contenu Build in Public? C'est-tu quelque chose que tu as fait intuitivement ou c'est-tu comme, t'as-tu vu des gens un peu sur Twitter? Tu sais, parce que je sais que c'est une grosse tendance là, sur Twitter. Là, LinkedIn est devenu un peu plus populaire avec le temps, fait qu'on le voit un peu aussi sur LinkedIn. Mais tu sais, c'était vraiment un genre de contenu pour des industries beaucoup dans le numérique, beaucoup dans les startups, cette notion-là de build in public. Maintenant, il y a de plus en plus d'écrivains qui utilisent cette technique-là aussi pour créer une fanbase pré-lancement. Donc, toi, comment tu étais tombé sur ce concept-là de build in public? Moi, Tiens-tu? quand j'ai commencé sur LinkedIn, j'étais très connecté en France puis en Europe. Plus de 50-60% de toutes mes relations étaient en France puis en Europe. Et je crois, c'est peut-être plus une perception, une impression, mais j'ai l'impression qu'il y avait plus de build in public en France. Je pense par exemple à Christopher Piton, quand il a lancé son livre, il est allé, non seulement il bâtissait en public sur LinkedIn, mais il avait rassemblé une communauté de bêta-lecteurs. Tu parlais justement des auteurs. Mais ça, c'est un des exemples qui me vient en tête. Mais il y avait aussi beaucoup la stratégie je l'appelle la stratégie d'omniprésence. En France, il l'appelait la stratégie des Avengers. Donc, je pense à des entreprises comme Kudak, où leurs employés étaient beaucoup en ligne. Les dirigeants étaient là. Théo Lyon, puis il fait encore énormément de build in public. Il est continuellement sur les réseaux à partager ses chiffres, à parler de l'évolution de sa compagnie. Donc, tu sais, je pense que ça a été comme mon premier contact avec ce concept-là. Et c'est dû au fait que j'étais vraiment très connecté avec l'Europe à ce moment-là. J'aimais beaucoup le fait, puis c'est probablement tous les bénéfices que ça apportait, mais certains des bénéfices, des fois, qui sont moins apparents, mais je les trouvais vraiment intéressants. C'est qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre en entrepreneuriat, c'est que nos clients, ils n'ont pas toujours le même niveau de maturité face aux services qu'on va offrir. Ils n'ont peut-être pas réalisé qu'ils ont un problème, par exemple, ou qu'ils ont certains besoins. Et le fait de faire du build in public, d'être là sur les réseaux sociaux, de leur parler de notre projet, fait que ça leur fait aussi réaliser que, ah ben, OK, je comprenais pas ce que David était en train de faire, je comprenais pas les raisons derrière, mais là, je réalise que ça s'adresse vraiment à moi, parce que oui, j'ai ces problèmes-là. Oui, et donc, et un autre aussi, c'est le fait, t'en as parlé, de mobiliser une communauté qui va faire que non seulement ils réalisent le besoin, mais ensuite, il y a comme une mobilisation qui fait, ils ont participé au projet. Et là, ils vont être beaucoup plus enclins à payer puis à embarquer dans le projet. C'est exactement ce que ça a fait avec Christopher Python. La majorité des bêta-lecteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin quand le produit fini a été fait? Ils avaient contribué, ils avaient commenté ces textes. Ben, ils sont allés acheter le livre. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils sont allés donner un ratings et ça a fait comme booster le livre, le ratings du livre dans Amazon. Ça a eu un effet boule de neige par après, tu sais. Et ça Fait devient que, tes meilleurs ambassadeurs oui, aussi. c'est Tu sais, ça. ils deviennent tes super fans, ils deviennent tes ambassadeurs, puis ils viennent faire exploser ton bouche à oreille numérique par la suite, là. Puis tu sais, je te parlais un peu avant de commencer, une fille que je suis actuellement, elle s'appelle Priscilla Broder, je crois. Mais en tout cas, sa chaîne sur son compte Instagram, c'est Local de Pella. Puis elle, son crowd, c'est des éducatrices en garderie. Elle-même est éducatrice en garderie. Puis elle fait énormément de build in public dans ses stories. Tu sais, tout ce qu'elle fait, comme elle bâtit un atelier,
elle, ça va pas. Elle ne fait pas seulement que dire, OK, je suis en train de bâtir un atelier. Elle fait des sondages, elle pose des questions. Qu'est-ce que vous aimeriez c'est quoi vos problèmes? Comment je devrais l'aborder? Ah, je suis pas sûr de ça, je suis pas sûr de ci. Qu'est-ce qui arrive là, quand l'atelier est prêt? Présentement, là, elle est en tournée à travers tout le Québec, je pense. Tu sais, je la suis dans ses stories. Dans les derniers mois-ish, peut-être 2 mois, elle a fait au moins une vingtaine d'ateliers à travers le Québec. Elle a pris l'avion, tu sais. Puis ça, c'est grâce au fait qu'elle est là en stories. Puis elle amène les gens avec elle dans les projets qu'elle bâtit. Tu sais. Ouais, ouais. Une autre que je trouve qui le fait bien, c'est Hélène Sarah Bécotte, qui le fait bien, elle aussi, cette notion-là. Puis ça, c'est fou, tu sais, moi, personnellement, je partage pas tant entre guillemets, ma vie privée, mon quotidien. Ben, c'est pas vrai, dans mes stories, je partage quand même ma vie privée un peu parce que je partage vraiment beaucoup de contenu de bouffe, mais je veux dire, mon quotidien de quand je suis à la maison en train de travailler à mon bureau, tu sais, puis mes rencontres clients, puis ci, puis ça, je documentais pas du tout ça sur mes médias sociaux. Puis je donne quand même vraiment beaucoup de formations. Puis depuis quelques semaines, je m'efforce à documenter un peu plus juste ça, là, juste le fait que j'ai des semaines occupées puis que j'ai beaucoup de formations, beaucoup d'activités aussi à l'extérieur du bureau qui sont un peu plus intéressantes à repartager, côté professionnel. Puis je me rends compte de l'impact que ça a sur les gens, de voir comme oh shit, tes semaines sont grosses, sont occupées, puis tu sais, il y a des gens qui t'écrivent, puis que là, tu fais comme ben, tu sais, moi, mes semaines sont tout le temps comme ça, mais avant, je le partageais pas nécessairement, tu sais, parce que j'étais comme, ah, c'est pas intéressant pour les gens. Puis là, je me rends compte de juste comme commencer à faire ce travail-là, ça a un impact sur la perception, puis justement, tu es un peu plus top of mind. Tu sais. Fait que les stories, c'est un excellent format pour ce genre de behind the scenes-là. C'est un excellent format aussi avec les stickers pour amener les gens à participer à des sondages, à envoyer des messages pour des suggestions, whatever. Fait que les stories, c'est vraiment bon. Toi, justement, dans ta stratégie Build in Public, ça ressemblait à quoi, mettons, tes formats de contenu ou tes sujets de contenu que tu intégrais dans ta stratégie? Je sais que tu le faisais vraiment beaucoup par courriel, entre autres. Fait que, tu sais, oui, les stories sont un bon endroit, mais tu sais, le Build in Public, c'est pas obligé d'être sur Twitter ou sur LinkedIn. C'est une stratégie de contenu globale. Fait que ça ressemblait à quoi tes formats et tes sujets de contenu? J'ai utilisé différents formats. Je l'ai testé, le format Stories, mais c'est difficile pour moi. Tu sais, il y a un élément, puis je réponds à ta question tout de suite après, mais je veux faire une petite parenthèse. Quand on build in public, il y a une chose importante, c'est que on veut pas être on veut être dans un mindset positif. On veut montrer quand même, tu sais, on veut pas être dans un mindset où, oh, pauvre petit de moi que je fais donc pitié, que c'est donc difficile. Tu sais, c'est pas ça de faire du build in public. Puis j'en vois parfois de ça, et c'est pas favorable, ça permet pas d'avoir de meilleurs résultats ou des résultats positifs. C'est correct de parler de nos challenges, mais une fois qu'on l'a digéré, qu'on y a réfléchi, qu'on en a tiré des leçons, là, on peut en parler. Mais pendant qu'on traverse des obstacles, c'est délicat, il faut faire attention. En tout cas, bref, je voulais juste faire cette parenthèse. Oui, mais on va rester là-dedans parce que c'est super important d'en parler de ça parce que dans ton build in public, c'est vrai qu'il faut faire attention à un moment donné, tu sais, tu veux pas tout partager non plus. Hein? Puis oui, tu veux partager, puis de l'autre côté, tu veux pas juste partager quand ça va bien, tu veux partager comme quand ça va bien et quand ça va mal. Mais un conseil peut-être qui est vraiment important à donner, c'est que comme quand ça va mal, ça veut pas dire de le partager tout de suite non plus. Tu sais, Ouais, c'est pour ça que je disais de le ton niveau de digérer. transparence, ouais, ça donne le temps de le digérer, exact. Tu sais, ton niveau de transparence, c'est important, justement, la transparence de manière globale sur les médias sociaux et tout le kit, mais ton niveau de transparence, il t'appartient, tu sais. T'es pas obligé de tout partager non plus, hein, parce qu'à un moment donné, c'est too much. Puis après ça, ben, il y a le juste équilibre entre qu'est-ce que toi, tu as le goût de partager puis qu'est-ce que tu n'as pas le goût de partager, c'est justement à côté. Puis souvent, ça m'amène à te poser une autre question. Là, on reviendra à l'autre question, mais ben, ça m'amène à te poser la question, tu sais, justement, toi, comment tu trouvais cet équilibre-là entre, mettons, qu'est-ce que tu voulais partager
de positif versus de négatif. Qu'est-ce que tu voulais partager de ta vie professionnelle versus ta vie privée? Parce que ça, c'est l'autre chose que j'entends des fois des entrepreneurs qui disent ouais, mais moi, j'ai pas le goût de partager toutes mes photos de famille, puis nanana. C'est pas ça non plus, build in public. Qu'est-ce que tu décides de partager, ça t'appartient. Fait que toi, comment tu faisais pour te dire, comme, tracer la ligne, comme, ça, c'est qu'est-ce que j'ai le goût de partager, puis ça, c'est qu'est-ce que je vais pas là, ou... Ben, personnellement, je vais pas tant dans le privé. Puis est-ce que c'est par choix? Tu sais, j'ai pas une ligne. Moi, quand j'arrive pour partager du contenu, je m'assure que ce soit un contenu qui est authentique, avec lequel que je suis à l'aise de partager. Tu sais, c'est comme possible, tu sais, par exemple, je me garde quand même une réserve avec ma fille, mais ça m'est arrivé de partager quelques photos, mais c'est ça, j'ai quand même des réserves par rapport à ça. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment pas une obligation. Ça, c'est une chose c'est certaine, c'est propre à chacun. Tu veux aller là, fine. Il y en a qui sont prêts à aller très loin, mais par contre, c'est particulièrement pour ceux qui ont des grandes notoriétés, des grandes communautés, quand ils vont là, quand ça va bien, ben là, il faut qu'ils s'attendent que quand ils vont dans le gros personnel, quand ça va bien, mais probablement que les gens vont avoir des attentes quand ça va très mal. Et donc, on le voit hein, des fois Ouais. dans les médias, des personnes qui ont, c'est ça, quand ils vivent des difficultés, le spotlight est sur eux. Juste pour te dire, parce que la raison pour que j'avais dit ça initialement, c'est que c'est un des défis pour moi au niveau des stories. Tu sais, il y a des périodes où, tu sais, comme là, j'en ai beaucoup à faire. Il y a un niveau, on a parlé d'énergie tantôt, il y a un niveau de fatigue. Puis moi, c'est difficile pour moi de prendre la caméra, puis tu sais, de dire, OK, showtime, d'avoir du pep, puis tu sais, parce qu'on veut pas comme parler comme ça quand on fait de la vidéo, tu comprends? On veut, et on dirait qu'il y a comme un désalignement par rapport à, OK, mon niveau d'énergie est bas, j'ai pas, tu sais, je trouve pas ça authentique de faire une stories maintenant. Et donc, c'est pour ça que pour moi, le format stories, des fois, est un peu plus difficile. Donc, je l'ai moins utilisé. Peut-être que dans d'autres périodes où ça va être plus, tu sais, je vais avoir réussi à déléguer un peu plus, que je vais être mieux organisé. Peut-être que ça va être des meilleurs moments pour faire des stories. Mais en tout cas, pour le moment, c'est vrai, tu as raison que sur ma liste courriel, j'aime faire du build in public dans une newsletter parce que tu peux développer, tu peux aller dans les détails de certains taux de conversion, etc., etc. Donc, je l'ai utilisé. Pour des épisodes de podcast, c'est intéressant, là, avec mes tables de discussion, j'ai pas commencé à le faire sur Empire Solo, mais sur mes épisodes de podcast en solo, j'ai beaucoup fait des Reels, des Shorts sur YouTube, des vidéos sur LinkedIn. Ça, c'est vraiment une bonne façon de faire. Tu fais un contenu long, puis tu le déclines. C'est un peu ça que tu fais aussi de ton côté. Donc, pour faire du build in public, je trouve ça intéressant. Toujours l'idée de décliner. Donc, et sur LinkedIn, j'en ai fait beaucoup par écrit. Tu sais, j'avais fait à ma fête de mes 40 ou 41 ans, j'avais pris comme tout le mois de janvier que je faisais un post par jour pour m'amener jusqu'à ma fête le 5, puis c'était des réflexions que j'avais. Puis voilà, des fois, c'était intéressant de tester différents formats. Tu vois, ça, c'est quand on parlait d'aller plus dans le privé ou dans le personnel, c'était des réflexions un peu plus personnelles ce mois-là. Ça avait super bien marché. Je pense que j'avais fait 100 000 vues dans le mois. Mais c'est ça. J'avais été sur ce terrain-là, puis c'était un terrain qui était un peu moins confortable pour moi, mais des fois, c'est intéressant d'essayer de pousser les limites. Puis, Ouais, je suis ouais. d'accord. Moi aussi, toutes les publications qui ont été les plus virales que j'ai faites, puis ça, c'est sur n'importe quelle plateforme. Souvent, je réutilise les mêmes contenus autant sur LinkedIn que sur Facebook que sur Instagram. Puis à chaque fois, tu sais, c'est des contenus où est-ce qu'on est beaucoup dans la vulnérabilité. Puis que je me rends compte que ça lève vraiment beaucoup. Puis moi aussi, je suis j'aime moins ça parler de moi là, dans la vraie vie. Puis du côté professionnel aussi, je trouve que c'est plus intéressant de parler de création de contenu, des plateformes, de l'actualité, de tout ça, la stratégie. Mais j'ai l'impression que parler de moi, c'est moins intéressant. Mais effectivement, que toutes mes meilleures publications, c'est des publications
plus personnel, plus d'introspection ou quoi que ce soit, puis d'humilité. Ça, c'est plus dur à rédiger, puis c'est un peu plus dur à se mettre de l'avant. Toi, l'humilité, on le sent là, depuis le début du podcast, t'es très bon là-dedans. Fait que, mais sinon, c'était quoi tes. Fait que tantôt, tu as parlé, des fois, tu partageais un peu plus tes taux de conversion puis tout le kit, puis là, tu t'adresses à des gens qui sont dans une industrie où est-ce que pour eux autres, c'est intéressant de voir ça parce qu'ils doivent apprendre là-dessus, ils doivent comprendre ça, les solopreneurs, ou quand tu t'adresses à d'autres marketeurs, ben c'est des stats qui peuvent être importants, c'est des sujets qui peuvent être intéressants. Mais sinon, c'est quoi les autres sujets? Mettons, as-tu des exemples de sujets que tu abordes dans ta stratégie Build in Public? Tantôt, les styles de contenu, on parlait entre autres là, de poser des questions à notre communauté en lien avec notre offre, en lien avec leur point de douleur, leurs problématiques qu'ils ont à régler. Fait que, tu sais, ça, c'est un sujet qu'on a déjà parlé. Tu as parlé de cette notion-là de partager un peu plus l'aspect personnel humain. Y a-tu d'autres sujets thématiques que tu faisais de manière récurrente? Ben, ça tout dépend sur les projets sur lesquels on travaille, tu sais. C'est pas pareil de travailler comme sur une plateforme comme Empire Solo ou sur un projet d'écriture de livres comme c'était le cas pour Christopher. C'est sûr, moi j'y vais sans me limiter, tu sais. Je te dirais que le point qui est crucial, c'est l'apport de valeur. C'est d'apporter de la valeur. Puis tu sais, je pense, puis on peut même faire un lien avec ce que je disais, tu sais, quand on est là à se plaindre puis dire que c'est non difficile, puis on n'est pas en train d'apporter de la valeur dans ces moments-là, puis c'est pour ça que c'est pas du bon contenu à partager en build in public. Donc c'est mieux de, puis tu sais, on parlait d'une fille qui en fait beaucoup aussi, c'est Geneviève Gauvin de Catching. Tu sais, elle a eu un lancement qui était assez difficile cette année. Tu sais, au niveau du public, on s'en est pas rendu compte pendant le lancement. Elle était pas là à se lamenter et à dire que c'est donc difficile. Par contre, après, elle a fait un recap. Là, elle a partagé ses défis. Puis là, on en retire énormément de valeur. Comment qu'elle a passé par-dessus ses obstacles, ses défis, ses challenges, comment elle les a relevés. Donc, elle apporte de la valeur. Donc, je pense que c'est vraiment c'est ça le fil conducteur, c'est de se poser la question, est-ce que j'apporte de la valeur? Comme là, dans la série de podcasts que je veux faire prochainement, pour parler d'Empire Solo, tu sais, j'en ai pas assez suffisamment parlé, là, tout le processus de création du projet. Il y a plein de volets qui sont intéressants. C'est quoi les choix technologiques que j'ai faits au niveau de la plateforme? Ben, ça apporte de la valeur? Oui. OK. Pourquoi pas en parler? Bon, OK, comment j'ai fait pour bâtir des collaborations? J'en ai parlé un peu tantôt. Qu'est-ce qui m'a permis de le faire? Donc ça, c'est intéressant aussi. Les personnes vont en retirer de la valeur. Ensuite, bon, quand est arrivé le moment du lancement, exemple, bon, j'ai réalisé en plein lancement que j'avais pas le bon angle, le message apportait de la confusion. Je parlais de mon message, puis je le voyais avec la rétroaction, les gens comprenaient pas. Mais là, tu es en plein lancement, c'est plus le temps, là, tu sais. Donc, de faire un recap sur ça, les leçons que j'en ai retirées. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a amené à arriver là, à faire cette erreur-là? Comment je vais l'éviter dans le futur? Tu sais, c'est toutes des choses que, quand on regarde le fil conducteur, c'est de dire, est-ce que je suis en train d'apporter de la valeur? C'est correct, je pense que je peux en parler. Fait que, tu sais, c'est le fil conducteur. Puis comme ça, ben, je vais bâtir comme ma série de podcasts qui va faire que, oui, je vais parler du projet Empire Solo, mais tout en apportant de la valeur parce que à chaque étape du processus, ben, un entrepreneur, un solopreneur est susceptible de vivre ça lui aussi et d'en tirer un apprentissage. Tu sais, je pense que c'est ça la chose à faire. Est-ce qu'il y a des choses que tu as partagées des fois que après ça, tu as regardé et tu as dit, ah, ça, finalement, j'aurais pas dû partager ça. Mettons, tu sais, c'était peut-être, est-ce que c'était quelque chose qui était confidentiel, un peu plus confidentiel par rapport à ton entreprise ou quelque chose que tu fais comme, ah, ça, finalement, ça m'a rendu comme trop vulnérable ou justement trop, au niveau de la crédibilité ou whatever. Y a-tu des erreurs que tu as faites dans le passé ou? Ben, l'erreur,
l'erreur que j'ai faite, et j'en ai parlé un peu quand je disais de faire attention par rapport au négatif, par le timing. Puis là, j'ai parlé de timing, de quand on va en parler, mais il n'y a pas juste ça, il y a aussi proportion. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, là, on peut, tu sais, exemple, disons, là, Geneviève Gauvin, elle a eu un lancement qui a été challengeant, qu'elle a, tu sais, elle a relevé les défis de maître, mais quand même, c'était challengeant. Elle en a parlé. Mais si c'est ça, lancement après lancement après lancement, que ce n'est que des échecs, jamais de réussite, à un moment donné, ça devient disproportionné. Donc, c'est important d'aller chercher un certain équilibre. Puis ça, ben, c'est pas une science infuse, là. Mais il faut en être conscient, puis faire attention à ça. Ouais, C'est prendre un que, pas de recul, là, tu sais, vraiment se prendre un ben oui, pas de recul pour regarder, OK, bon, ben, de quoi je parle là, de manière récurrente, puis là, essayer de se rendre compte justement, est-ce que je suis tout le temps dans le négatif, je suis tout le temps justement juste dans le positif, puis que là, ça n'a pas de l'air vrai. Trouver cet équilibre-là. exact, c'est ça, c'est on veut, mettons, 90% d'optimisme, de positif, puis d'où l'importance de se laisser le temps de le digérer, parce que ce que Ouais. ça va faire, c'est que plutôt que d'écrire 10 courriels, de dire « Ah, que ça va mal aujourd'hui, ah, que ça va mal aujourd'hui, ah, que ça... » Ben, 3 semaines plus tard, tu écris un seul courriel pour dire « J'ai eu des challenges, voilà quels ont été les challenges. » Mais ça fait que tu as beaucoup de positifs. Tu sais, mais si j'en reviens au local de Pella, aussi, des fois, elle a des contenus légers, mais qui fait que ça apporte de l'optimisme. Mettons, le matin, elle fait un petit post où elle danse dans son appartement. Puis, mais tu sais, ça amène de la joie. Ça fait que les gens ont le goût de se réveiller le matin avec ça, avec une toune pep, puis tu sais, t'as le goût de la suivre. Mais c'est sûr que si sur une période donnée, elle vivait des difficultés, elle nous en parlait tous les jours pendant 3 semaines, ben là, après 4 jours, là, ça serait comme, bon, OK, là, j'ai comme plus Ouais. le goût de... Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, cet équilibre-là, moi, je suis conscient qu'à certains moments, avant de faire ces réalisations-là que je te partage aujourd'hui, par moment, je me laissais pas suffisamment de temps euh, pour faire ma réflexion, Digérer, euh, puis gérer l'équilibre, la proportion, puis ouais. Puis ça jouait contre moi. ça te donner le temps de gérer aussi, comme tu disais tantôt, ben ça, à la place d'être juste dans le négatif, ça te permet aussi, comme tu disais, si bien de dire, bon, ben, j'ai passé par-dessus, puis j'en ai tiré des leçons. Donc là, t'es pas Ça juste devient dans la presque positif, là. transparence, t'es dans la valeur, parce que là, t'expliques c'est comment t'as passé par-dessus là. Puis là, ça a encore plus de valeur que juste la transparence, puis dire, ça n'a pas marché comme je voulais, point. Tu sais. C'est ça. Euh, Justement, ça a été quoi les impacts que tu as vus sur ton d'utiliser cette notion-là de transparence puis de build in public sur ta business, sur ton personal branding? Ah, mais faire ça, lorsque c'est bien fait, c'est principalement du positif qui en ressort. C'est sûr qu'il y a des challenges. On parlait d'avoir le courage d'être vulnérable. Tu sais, c'est quand même de s'exposer. Ça représente des défis, mais lorsqu'on parvient à le faire, puis tu sais, je sais pas où j'ai entendu ça récemment, qui disait que c'est une pub qui roule sur Facebook actuellement. Puis il disait, tu sais, le plus difficile lorsqu'on crée du contenu, c'est pas de créer du contenu pour les inconnus, c'est de créer du contenu pour les gens qu'on connaît. Parce qu'on a une connexion émotionnelle avec eux, on veut pas se faire juger par eux. Et donc, C'est vrai. voilà. Mais une fois qu'on passe par-dessus ça, donc on réussit à avoir le courage de notre vulnérabilité, après, je veux dire, si on trouve un bon équilibre, on est dans le positif, on est dans l'optimisme, tu sais, ça nous offre, mais là, on en a parlé déjà depuis le départ, là, mais ça nous permet de bâtir une communauté. C'est un beau bénéfice. Non pas juste une communauté, mais mobilisée, Ouais. qui va être là au moment où tu vas avoir besoin d'elle, qui va être là pour commenter les posts la journée ou la semaine où tu vas être en lancement. Tu sais, ça vaut de l'or, ça. La rétroaction, c'est comme... c'est une des premières étapes. On a fait une table de discussion sur la vente puis le développement d'affaires juste avant d'enregistrer l'épisode d'aujourd'hui. Et ce qu'on disait, la première étape, c'est tout le volet de bien définir son offre, de bien connaître notre client idéal, de comprendre son besoin. Au-delà du besoin, comprendre ce qu'il veut.
Mais toute la rétroaction qu'on va chercher lorsqu'on build in public, c'est exactement ça que ça nous permet de faire. Ouais. Donc, en d'autres mots, ça nous permet d'avoir une offre qui est alignée. Ça vaut de l'or encore une fois. Donc, tu sais, tu te retrouves avec une communauté qui est mobilisée, une offre qui est alignée. Donc, imagine à quel point c'est plus... Ah oui, il y a un lien de confiance qui est là, qui est présent. Tu es top of mind. Donc, imagine à quel point c'est plus facile de conclure la vente la journée où tu vas arriver avec ton offre, que ton offre est prête à être lancée. Mm. Tu sais, donc ça... Moi, je n'en vois presque que des bénéfices. Puis, ça, c'est le avant. Puis le après, le fait de partager les challenges, ben, tu fais juste renforcer encore plus le lien de confiance. Et même au niveau du service client, la personne qui a acheté, premièrement, qui t'a suivi tout le long du processus, qui achète ton offre, premièrement, elle va être plus indulgente parce qu'on le sait, avec une première offre, des fois, les processus sont moins bien rodés, etc., etc. Donc, mais elle va être beaucoup plus indulgente. Si en plus, tu lui parles des challenges que tu as eus, ben, elle va être là pour te supporter, pour te soutenir. Fait que ça, c'est un autre bénéfice auquel on ne penserait pas, mais qui sont présents. Fait que, tu sais, moi, j'en retire que du positif. Et si si je pouvais faire les choses autrement, la seule chose que je ferais autrement, c'est d'être plus régulier, d'avoir plus de constance et de le faire continuellement dans le temps, tu sais. Mm. Toujours en maintenant les règles qu'on a établies, là, tu sais, d'un bon équilibre. Puis, mais sinon, du moment qu'on apporte de la valeur, qu'on crée le lien de confiance, ce n'est que des bénéfices. David, ça fait déjà une heure qu'on jase. C'est fou comment le temps il passe vite quand on jase ensemble. Fait que on pourrait encore jaser vraiment beaucoup, beaucoup, mais je pense que tu as amené beaucoup de valeur déjà aujourd'hui. Fait qu'on va rentrer dans la zone des petites questions éclairs. Puis là, je pense que j'ai déjà une bonne idée, ça serait quoi ta réponse, mais si tu avais, c'est laquelle ta plateforme préférée en termes de médias sociaux? Là, je dois donner une réponse rapide et claire. J'aime beaucoup LinkedIn. Par contre, j'adhère de plus en plus à l'idée de bâtir des actifs numériques. Et c'est du contenu éphémère sur LinkedIn. Et si je devais revenir en arrière, j'investirais beaucoup plus de temps dans mes actifs numériques, chaîne YouTube, blog, podcast. Et c'est plus vers ça que je m'en vais dans le futur, même si je vais continuer de maintenir une présence LinkedIn. Mais tu sais, c'est vraiment l'idée d'avoir les contenus de tes actifs numériques et d'utiliser les contenus éphémères pour les propulser. Ça serait quoi l'application ou ton outil préféré dans ton processus de création de contenu dont tu ne pourrais pas te passer? Là, j'ai comme plein qui me pop. J'ai comme Notion, ChatGPT, Antidote qui est essentiel, que je pourrais pas me passer. FeedHive, je l'adore parce que je trouve tellement de temps pour faire du multiplateforme. J'en ai pas un en particulier, mais je te dirais que c'est ceux que je viens de nommer, c'est quand même des outils importants qui sont importants pour moi. Tu as parlé tout au long de l'épisode là, de plusieurs créateurs de contenu. Ce serait lequel ton ou ta créatrice de contenu préférée présentement? Dans mes créateurs préférés, c'est drôle parce que là, je vais revenir au local de Pella, mais je la suis beaucoup actuellement parce que je la trouve tellement bonne pour faire ça, du build in public. Puis, tu sais, c'est pas une stratège, là. Elle a pas un background marketing. Elle fait tout de manière très intuitive. Et on dirait que moi, je le regarde avec un œil critique. Puis je trouve ça vraiment intéressant de regarder son processus et de voir tout ce qu'elle fait de manière intuitive. C'est vraiment cool à voir. Au niveau de LinkedIn, je pense à Manuel Constant, que j'aime beaucoup ses contenus. Julie Savage-Fournier, que j'aime beaucoup ses contenus. Caroline Boyce, tu sais, il y en a. Mais là, à partir du moment que j'en nomme, tu sais, il y en a beaucoup des créateurs que j'aime sur LinkedIn. Julie Rochon, je la suis un peu moins récemment, mais je la suis quand même assidûment. J'aime bien ses podcasts. Geneviève Gauvin, j'écoute son podcast aussi. Donc, j'ai de la misère à mettre, comme tu vois, de nommer un seul nom puis d'être éclair. Je suis loin d'être éclair, je suis désolé. David, merci tellement pour cette belle discussion.
Ben, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. J'espère que tu as appris plein de choses. Si oui, n'hésite pas à partager avec un ami ou un collègue qui est dans l'industrie de la création de contenu, des médias sociaux, des coms, du marketing. Et un merci particulier à Isarta, toute la belle équipe de Isarta qui propulse le podcast, mais avec eux aussi j'offre plein de formations. Tu vas en savoir plus sur toutes les formations que j'offre en lien avec les médias sociaux, la création de contenu, la publicité en ligne. N'hésite pas à aller visiter le site web isarta.ca. Une autre chose qui pourrait t'aider, c'est de découvrir toutes les manières que je peux t'accompagner. Donc, j'offre l'accompagnement personnalisé, du coaching, des consultations éclairs et finalement, je t'invite à visiter mon site web pour en savoir un peu plus sur la machine à contenu, qui est un outil que j'ai développé pour t'aider avec ta création de contenu de manière stratégique, planifiée, structurée. Dans la machine à contenu, tu as une boîte à idées, tu as une section pour t'inspirer, tu as une section pour planifier ton calendrier de contenu, des listes de best practices pour chacun des formats de contenu. Va voir la machine à contenu sur mon site web francisjeté.ca. Je ne retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, puis on se dit au prochain épisode. Ciao!